J'espère que le son était bon pour vous dans la salle. D'accord, donc je suis Barthélémy Zoz, enseignant à l'ENSGSI, donc sur les matières en particulier management par la valeur, analyse fonctionnelle et Lean Six Sigma, et également simulation entrepreneuriale. Voilà, en gros mes trois casquettes. Vous êtes ici donc au Lorraine Fab Living Lab, qui est une plateforme de recherche multi-usagers, avec une particularité qui est quand même d'intégrer tous les usagers, ville, comment? Et support à la pédagogie. Et support à la pédagogie, bien sûr. Merci Laurent. Alors peut-être que Laurent, tu veux introduire les deux ailes. Sinon, je vais dans 30 secondes. Ah non, vas-y, je t'en prie. Pas de souci. Voilà, donc on est sur une plateforme de recherche qui sert effectivement sur les aspects recherche, co-création, co-idéation et évaluation des processus d'innovation. Donc en lien avec le laboratoire RP. C'est également, bien sûr, support à la pédagogie sur des projets étudiants, sur des matières d'enseignement, donc avec le NSGSI, ingénieur spécialisé en management de projets innovants. Donc cette demi-journée est toujours sous le signe de l'analyse fonctionnelle et les démarches valeurs. Vous verrez que notamment on parlera également ingénierie système, on fera le lien avec ces points-là. Donc on va avoir 6 présentations très variées sur la matinée. Euh, on commencera donc par une petite introduction à Fave Lorraine, parce que l'idée initiale est quand même de valoriser donc les 45 ans de cette démarche et de l'association française qui porte cette démarche. Nous aurons ensuite donc des conférences thématiques autour de la préservation des ressources et de l'optimisation des ressources. Donc on fera notamment un petit tour du côté de Strasbourg qui est venu en nombre nous montrer leur association. Et je les remercie. Euh, Nous finirons par une présentation en interne. Je ne détaille pas tout le monde, parce que je préfère qu'on passe assez rapidement aux différentes présentations. Donc, on finira par une présentation un petit peu plus interne, avec notamment mise en lien avec la structure octroi et le Green Fab Lab. Euh, Enfin, notamment pour ceux qui sont à distance, je précise que nous, dans la salle, nous avons la chance d'accueillir deux masters étudiants. D'accord. Nous avons donc le master IUVTT, Ville et territoire en transformation, et un master de l'ENSAIA, dont je ne connais pas le nom exact. Peut-être, Auguste, tu peux nous préciser? C'est des étudiants dernière année de spécialisation management de la supply chain et des activités logistiques. Très bien, merci à vous. Euh, pour les personnes à distance, je vous indique que vous aurez le chat à votre disposition dans un premier temps pour poser vos questions au fil de l'eau. Je les suivrai au fil de l'eau puisque je n'interviendrai pas particulièrement sur le reste de la demi-journée. Donc, aucun souci pour avoir vos questions au fil de l'eau. J'essaierai de les restituer au mieux au moment des séances de questions-réponses. Voilà, pour les personnes à distance. Je pourrais également vous donner la main, visio et son, sans problème, si cela nécessite. Si c'est bon pour vous, je propose à Jean-Pierre de venir prendre la main. Alors, l'idée, c'était de présenter quelque chose d'assez pragmatique. Et on en a discuté. On aurait pu parler de beaucoup de choses. On a fait des opérations au niveau AFAV et autres avec le secteur de la santé et autres. Mais on va vous présenter un cas particulier qui est une histoire vraie, on va dire comme ça. Voilà. Hop là, c'est celui-ci. Il s'agit d'une maison, une assez grosse maison. Voilà, 500 mètres carrés habitat, vous voyez, un habitat traditionnel de montagne qu'on avait envie de le préserver, c'est-à-dire la structure avec un certain nombre, l'architecture globale. Ensuite, il y avait une chaudière fuel en fin de vie. Et l'idée, c'était d'aller vers une voie peut-être plus nouvelle, plus en accord avec l'évolution des énergies. Et bon, il y avait eu des transformations classiques, hein, des fenêtres double vitrage, ainsi de suite. À partir de ça, il se trouve que, pour étant impliqué avec plusieurs collègues dans les démarches management par la valeur, le Lean, les visions agiles, il y a un bouquin qui sort bientôt. Voilà, on s'est dit peut-être que finalement, l'approche valeur pourrait servir aussi aux gens dans leur quotidien. C'était aussi une idée.
s'en servir dans le quotidien. On a refait ici un petit panneau des mots, l'analyse de la valeur. Alors, c'est assez compliqué, hein. Il y a des mots comme criniflex, analyse stratégique des acteurs, efficience, un mot qui était encore discuté hier, hein, hiérarchiser des enjeux, des parties prenantes. Il y a beaucoup de choses. Et c'est vrai que c'est peut-être pas un reproche, mais c'est une des remarques que l'on fait à l'analyse de la valeur, c'est qu'il y a un vocabulaire assez riche. Il y a un vocabulaire assez riche. Donc, c'était se dire, on va s'en servir et puis on va utiliser autre chose. Alors, ça doit être celle-là. Non. Là. C'est-à-dire, on va voir. Celle-là. Non. Marche arrière, un petit coup. Une marche arrière. Je peux le faire direct au clavier. Il y a un temps. Oui, il y a un petit temps. Il y a un petit temps. Donc, l'idée, si vous voulez, on va. Voilà. L'idée, c'était ce qu'on a vu en bas, à gauche, là. C'était d'ailleurs, une fois que j'allais à une réunion de la FAB à Paris, il y avait Fabrice Lucchini qui présentait les fables de La Fontaine, avec tout son brio que l'on connaît. Et entre autres, une, c'est Conseil tenu par les rats. Et Conseil tenu par les rats, bon, je ne vais pas développer toute l'histoire avec Rodi Arbus qui dégommait tous les rats. Et les rats se sont dit, il faut le dégommer. C'est un peu comme l'approche environnementale où il y a une agression, où on va tous se faire dessiner. Et le final, c'était ne faut-il que délibérer, la cour en conseiller foisonne. C'est-à-dire que des idées, il y en a plein, il y en a plein. Et puis, l'idée avec le chef des rats, c'était de mettre un collier avec des grelots autour du cou de Rodi Arbus. Mais le problème, c'est que personne n'a voulu faire, quoi. L'idée était géniale, mais personne ne voulait faire. Et ensuite, on dit, est-il besoin des équités que l'on ne rencontre plus personne? Donc, c'était se dire, est-ce que chez soi, à la maison, on peut faire des choses? Voilà. Alors, je vous raconte cette histoire-là. L'idée de départ, la cible, voilà. L'idée de départ, c'est 2017, donc ça fait quelques années. C'était de se dire, et c'est un peu les approches lean. Le lean, on peut en dire du bien, du mal. Bon, comme ça, il y a de la place pour tout le monde, si vous voulez. Les approches lean, ça part d'un esprit quand même au départ qui est la mesure. On mesure beaucoup. Moi, je fais du Lean Six Sigma. En plus, les mesures, je les traite en stats et tout ça. Et bien là, on avait fait à la maison 300 photos, si vous voulez, avec une caméra thermique prêtée par une association pour voir où se trouvaient les déperditions. Bon, dans une grosse maison, 300 photos, ça permet de voir un peu les choses. Et on a pu identifier à suite de ça ce qu'on appelle des quick wins, c'est-à-dire des améliorations rapides. C'était fait dans l'année d'après. Il y avait des portes extérieures, des Velux, il y avait un certain nombre de choses. On s'est dit, il faut agir, il faut faire quelque chose. Et puis, bon, je l'ai mis là, on ne l'avait pas mis à l'époque, c'était de dire, faut peut-être voir la chose plus globale. Et la fameuse bêta-corne, la marguerite, la pieuvre, ce qu'on veut, là, ça permet, si vous voulez, de situer un projet qui était le projet 0 € 0 kWh, dans un environnement plus global. Donc, avec des parties prenantes qui n'étaient pas seulement que les propriétaires de la maison. C'était aller plus loin. Voilà. L'art fonctionnel, des collègues en parlant, ça permet de hiérarchiser un peu les choses, de donner du sens, donner du sens à une action. Voilà. Là, je dirais que les méthodes, c'est un peu le coche et la mouche. Le coche et la mouche, je ne sais pas si vous connaissez la mouche du coche, la mouche qui pique la caravane, c'est entre autres les chevaux, pense qu'elle a fait avancer l'affaire, mais tout le monde s'y est mis quand même, quoi. Donc, il ne faut pas non plus penser qu'on est la mouche du coche aussi. Hein, voilà. Il y a de la place pour tout le monde. À partir de ça, pardon. Voilà. Voilà. Donc ça, c'était l'idée de départ. On avait un coût moyen de fuel de plus de 3 000 € annuel. Bon, voilà. La première étape, c'était de mettre une pompe à chaleur. Pompe à chaleur, je ne vais pas dire suivant un cahier des charges défini, mais pas n'importe quelle pompe à chaleur. Donc, on est dans une zone de moyenne montagne, donc il fait froid, il fait du -10, donc c'était se dire comment on fait. Ensuite, il y avait un certain nombre de contraintes extérieures, il y avait la surface, il y avait des radiateurs hauts qui étaient bien dimensionnés, donc le choix de air haut était en avant. Voilà, à partir de ça, ce n'était pas une pompe à chaleur à 1 €, c'était une pompe à chaleur à 19 000 €, vous voyez, le 1 €, ce n'était pas pour nous.
Ensuite, par rapport à ça, il y a eu une prime, il y a eu des crédits d'impôt, ainsi de suite. Et le premier amortissement, si on fait un peu le calcul, ça nous menait à 2025 sur 5 ans. Sur 5 ans, on a continué les mesures et en faisant les mesures, on s'est aperçu très rapidement, c'est que la pompe à chaleur, ça ne fonctionne pas comme une eau de chaudière. Donc, il faut arrondir les cycles. Il y a un certain nombre de contraintes de fonctionnement. Ensuite, la production d'eau chaude, il va falloir aussi s'en occuper. Parce que si ça fait de l'eau chaude le matin à 7 heures, quand le tour démarre, ça DGU, ça fait de l'eau chaude, on surconsomme. Voilà. Donc, il faut peut-être faire l'eau chaude à d'autres moments. Donc, en faisant ça, le problème, c'est que la régulation de la pompe à chaleur, c'est pas prévu. Je viens de faire un salon il n'y a pas longtemps, j'ai vu des fabricants, c'est toujours pas prévu. On a 3 boutons. Bon, il se trouve que j'ai un passé ingénieur, donc aller dans l'automate avec 3 boutons, j'arrive à faire encore. Voilà. Hein. Et avec ces 3 boutons-là, on arrive à faire une programmation. Ce qui fait que quand on est passé avec une programmation, j'ai mis un petit régulateur Netatmo qui est très pratique. Depuis le smartphone, on peut faire des choses. Hein. Voilà. On est arrivé à un amortissement sur 3,7 ans et on était en 2023. Hein. Vous voyez, au-dessus, on avait augmenté la consommation d'électricité, c'est le bleu, mais on n'avait plus de fuel. Et puis ensuite, la case bleue du haut repassait en bas. Et ensuite, avec la régulation, on avait diminué. On n'était plus qu'à 1 265 € par an électricité, pour l'électricité de la maison, qui était d'environ 500-600 €, et puis l'électricité pour le chauffage, le fonctionnement de la pompe à chaleur. Donc ça, c'était le début du projet. La deuxième partie du projet, voilà. Hop là. Je pense que ça va suivre. Deuxième partie du projet, c'était se dire, allons plus loin, la pompe à chaleur, elle fonctionne à partir d'électricité. Donc c'était se dire, hop là, encore. Un petit temps de réponse. On peut les... Je sais pas que ça passe en paquet. Voilà. 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 La deuxième partie, c'est de dire comment fonctionne à partir d'électricité. On a une certaine régulation, c'était pensé photovoltaïque. Bon, il se trouve que pareil, en photovoltaïque, bon, il y a du monde. Hein. Si vous faites une recherche sur Internet, dans les jours qui suivent, vous avez 10 appels téléphoniques. Bon, il se trouve que à 200 mètres de chez moi, il y a quelqu'un qui en faisait depuis 10 ans. Donc, je suis allé voir. Pareil pour la pompe à chaleur, je suis allé voir des gens en qui j'avais confiance. Donc, très vite, le photovoltaïque, on l'a installé maintenant, il y a 1 an. J'ai reçu hier soir pour récupérer l'énergie vendue. Et donc, suite à ça, j'ai tenu un registre, un gros fichier Excel sur 1 an, tous les jours. Voilà, ce que je produis, ce que je consomme, ce que j'autoconsomme, ce que j'achète, à combien, à quel tarif, ainsi de suite. Donc, le photovoltaïque, aujourd'hui, c'est simple. La production, c'est 5600 kWh. Le vendu à EDF, c'est un peu plus de 4000 voilà, kWh. L'acheté à EDF, c'est 5007 et l'autoconsommé, 1500. Voilà, si on reste sur les chiffres qui nous intéressent dans un premier temps. Ça veut dire qu'aujourd'hui, en gros, la partie qui est achetée et la partie qui est revendue ne s'équilibre pas encore. Ça ne s'équilibre encore pas tout à fait. Hein, on va voir qu'il y a un progrès. On a par contre gagné 34% en faisant la régulation. On a gagné 34% en kilowattheure, mais on n'a plus que 21% en euros, puisque les kilowattheures et les euros n'avancent pas à la même vitesse. Hein. Donc ça, c'est tout le truc d'EDF. Voilà. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, si vous voulez, si je regarde, l'investissement pompe à chaleur photovoltaïque, c'était 17 000 €. Donc, assez conséquent. Amortissement brut, difficile à faire, si on compte que l'amortissement de la pompe à chaleur, du photovoltaïque. Mais si on mixe photovoltaïque et pompe à chaleur et régulation, on arrive au final à un amortissement sur 3 ans, 8, on va dire 4 ans. Donc, on arrivait à 2026, c'est-à-dire bientôt. Amortissement, non compris que il fallait changer de chaudière. Je n'ai pas compté l'investissement de la chaudière fuel, il fallait changer. Voilà. Voilà. Donc, quelque chose quand même d'assez intéressant. Voilà. Hop. L'étape 3, c'était se dire, on ne voulait pas refaire d'isolation extérieure. Il y a un certain nombre de choses qu'on ne voulait pas. C'était garder l'esprit d'une maison de moyenne montagne. Et entre autres, ce que disait hier un des collègues, c'est si on pose les bonnes questions, on aura les bonnes réponses. Ou au moins, on risque d'avoir les bonnes réponses. Et si on pose les mauvaises questions, on ne les aura pas.
Et entre autres, c'était l'histoire une cheminée ancienne dans une maison traditionnelle. Voilà. Et bon, la solution, c'était de mettre un petit poêle dedans, mettre un insert fermé. Et ça m'intéressait pas. Je voulais voir le feu, ainsi de suite. Et donc, j'ai trouvé près de Grenoble une société qui fonctionne depuis 10 ans et qui fabrique donc des inserts à foyer ouvert avec tout un système qu'on voit là, bon, on ne va pas détailler aujourd'hui, qui permet de chauffer, de préchauffer des gaz, ensuite d'avoir un flux spécial, de brûler les microparticules. Donc, ce qui fait qu'au niveau microparticules et rendement de la cheminée, le rendement est augmenté au voisine des 50%. Et puis, au niveau des microparticules, on a gagné, on est pratiquement à 85% d'élimination. Cheminée labellisée, donc un produit relativement intéressant. Deuxième chose, il y avait un problème, c'est que j'achetais l'électricité à l'époque à 20 centimes d'euros le kilowattheure. Avec un tarif tempo, on achète à peu près à 12-13 euros et on leur vendait à 10. C'est-à-dire qu'il fallait produire 2 pour acheter 1. Voilà. Mais avec un tarif dit tempo, donc ce qui nécessite quelques conditions particulières, on ne va pas détailler, on arrivait finalement à avoir pratiquement un prix de vente et un prix d'achat qui était le même à quelques centimes, donc ce qui réglait le problème de ce qu'on appelle les batteries pour stocker l'électricité. Donc voilà. Et puis ensuite, j'ai remis un petit bazar. Là, c'est un wattmètre qui se branche sur une prise parce que quand on me dit ah ouais, mais ton truc là, ça consomme beaucoup, je dis attends, on va mettre ça. On le met 2 jours, on le met une semaine, et puis on va regarder combien ça consomme réellement. Ça, c'est un peu l'approche Lean en arrière-plan. C'est mesurons avant, mesurons après, regardons les écarts, regardons les investissements relativement aux écarts. Hop là. Voilà. Donc, si vous voulez, par rapport à ça, l'idée, c'est d'une part de refaire une mesure en caméra thermique, s'il y a encore des améliorations à faire. C'est-à-dire, c'était pour diminuer, si vous voulez, le temps d'amortissement et avoir un objectif de 2026, c'est-à-dire bientôt. Et puis, la suite, c'était quand même un certain nombre de partenaires. Auer, qui est le fabricant de la pompe à chaleur. Ensuite, il y a un certain nombre, il y a EDF, il y a plein de partenaires, et ça, c'est dans l'approche valeur. Donc, je les ai sollicités plus d'une fois, et j'ai essayé d'entraîner des personnes dans la même mouvance, à savoir, bon, il y a au moins 3 personnes individuelles, il y en a une qui nous suit aussi, qui sont entraînées dans la mouvance, et l'association parlera d'une. Moi, il y a une structure de copropriété dans le sud de la France où j'ai un peu de mal à faire avancer les gens. Donc, moi, je vais faire passer la main à Jean. La seule chose que je dis, c'est la dernière fable, c'est le lièvre et la tortue. Bon, c'est quand même 5 ans. 5 ans, mais avec un esprit tortue, vous voyez. C'est pas le lièvre où je fais un truc, un autre, je cours. Et puis finalement, la tortue, c'est un peu l'approche agile avec une vision. C'est essayer de fixer la vision. Et puis l'approche agile, c'est un peu comme, pour ceux qui font de la voile, un petit peu, on tire des bords. On va à droite, on va à gauche. Mais le cap, il est clair, quoi. Voilà. Je passe la parole à mon collègue Jean, qui était intéressé par l'affaire. Voilà. Merci Jean-Pierre. Donc Jean-Pierre m'a sollicité sur la même opération. Donc je vais essayer de se coordonner. Voilà. J'ai eu des douleurs ici. Absolument incroyable. C'est bon, c'est bon. C'est bon. Voilà. Donc on est sur une maison dans l'urbain, on va dire. C'est pas une maison, je veux dire, on va dire en campagne, dans une commune de 3000 habitants. Donc une maison qui initialement n'avait pas, je veux dire, cette extension, cette véranda et cette extension que l'on voit là, par rapport à la maison. Et donc c'est une maison qui, je veux dire, avait, il y a à peu près 20 ans, mis en place des panneaux solaires. Donc c'était vraiment le début des panneaux solaires. Qu'une surface, en gros, c'était une surface de 4 mètres carrés. Alors, je ne vais pas refaire ce qu'a fait Jean-Pierre, puisque c'est quelque chose qui est quand même assez récent. Bien sûr, derrière, il y a toute la fonctionnelle sur laquelle je ne vais pas revenir, mais qui méritera aussi d'être prise. Donc là, on va regarder plutôt sur des solutions de voir dans quelle logique on va s'inscrire, c'est-à-dire le 0 kW, 0 euros. Donc, tout ça, ça se fait un peu par briques. Donc, il y a 20 ans, sur cette région-là, des panneaux solaires, 4 mètres carrés à peu près. Coût d'investissement de l'époque, donc on était sur 5 988 avec une subvention importante de 50% à cette époque. On va dire qu'on est sur une efficacité qui est quand même, je veux dire, qui est largement démontrée pour 2 personnes, voire 3, mais on va dire 2 personnes, du 1er mai au 15 octobre, on va dire que
on est carrément sur quelque chose d'autonome. C'est-à-dire, sauf si on avait un été, on va dire, on est sur un ballon de 200 litres, 50-80% des besoins estimés en gros à 200-250 euros par an. C'était au départ, ces deux panneaux solaires, ils étaient branchés sur l'électricité. Et puis, on a changé on va dire, on a changé la chaudière. La chaudière, elle a été changée à peu près il y a 5 ans. Et on a pris une chaudière à condensation. Donc, du coup, les panneaux solaires n'ont plus été branchés sur l'électricité, mais sur la chaudière, ce qui permettait, comme ça, déjà, de moins utiliser d'électricité en ce temps. Donc, du coup, les panneaux solaires sont maintenant raccordés sur la chaudière à condensation. Une chaudière à condensation, par rapport à une chaudière normale, on est sur à peu près 20% d'économie de consommation. Et puis, dans la même époque de Jean-Pierre, donc c'est quelque chose qui s'est fait de manière très récente, on dirait en moins d'un an. À partir de là, on a posé des panneaux solaires. Alors, Jean-Pierre, il a une pompe à chaleur et il peut aller jusqu'à 6 kilowatts. Il peut brancher, enfin, il peut installer, je veux dire, l'équivalent de 6 kilowatts en panneaux solaires. Ça veut dire le double pour moi. C'est-à-dire que n'ayant nous pas de pompe à chaleur, on ne peut pas aller au-delà de 3 kilowatts, on doit être dans l'autoconsommation. On ne peut pas faire du commerce. Si on fait du commerce, on change carrément de statut. Donc, il faut rester dans quelque chose d'autonome. Donc, à partir de là, 8 panneaux solaires, panneaux photovoltaïques, pardon, rentrer un petit peu dans les détails techniques. Donc, à partir de là, si on fait le bilan qui va se terminer pour moi le 26 novembre, on est à peu près à la même époque, si on fait le bilan, à ce jour, quand j'ai fait les transparents qui datent à peu près de 15 jours, on est sur une production brute de 3300 kW. Donc, ça veut dire que je produis 3300 kW ou on produit 3300. D'accord? Ça veut dire que comme ça, de manière brute, la consommation de 6000 kW sans panneaux solaires, sans panneaux photovoltaïques, c'est-à-dire que j'en fais déjà la moitié. Donc, on peut dire de manière brute, je produis 50% de ma production. À partir de là, la consommation lors de la production, j'en consomme 1017. Ça veut dire que la journée, avec le soleil, je produis, et c'est là qu'on a tout intérêt à consommer, j'y reviendrai, parce que c'est là où c'est gratuit. Ce qui n'est pas consommé, ça va être stocké. Et comme on ne peut pas le stocker l'électricité, on renvoie ça à l'EDF. Qui l'EDF nous rachète à un prix moindre, il va nous le vendre. Parce que eux, l'EDF, payent le stockage. C'est schématique. C'est schématique. Donc à partir de là, 3300, production revendue 2314, là je fais un petit peu plus, bien sûr. Consommé 1017, c'est-à-dire consommation en production. D'accord, on est sur, par exemple, soit donc 584, c'est à peu près la dépense. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir 1000 et dépoussières 1100, d'accord, aujourd'hui, ma facture elle est de 584 euros. Alors, le bilan énergétique, on va dire que là, j'en vends à 10 centimes, parce que ça, c'est les nouveaux contrats qui sont un peu moins, on va dire, généreux que par rapport au premier contrat il y a 10-15 ans. Un premier panneau photovoltaïque, où là, c'était très intéressant. Mais les panneaux photovoltaïques de l'époque ne sont plus les mêmes d'aujourd'hui. Et quand on voit aujourd'hui les nouvelles performances des panneaux photovoltaïques, bien pour le camping-car et autres, on change carrément, je veux dire, de dimension, de niveau. Donc, à partir de là, bilan énergétique de 1300 à 10 centimes, donc là, une facture, je vais recevoir, j'ai ma femme qui est là, donc je fais très attention parce qu'elle n'est pas tellement photovoltaïque. Donc, donc 2200, donc ça fait 232 euros, on va la retourner. À partir de là, 1017 entre 0,14, soit donc 924, bien sûr, comme les 1017 est consommé l'ordre, ça veut dire que j'ai gagné, on va dire, 456 euros, parce qu'entre ce que j'ai consommé gratuitement, que j'aurais dû payer, et ce que j'ai revendu à 10 centimes, ça me fait 456. Et si je compare, par exemple, aux consommations par rapport à 2021-22, donc j'ai 1700 kilowatts en moins, donc 375 euros. À partir de la consommation entre 2020 et 2021, eh bien, ça fait à peu près 596. Sachant très bien que l'électricité, à titre indicatif, si vous regardez aux factures d'électricité, l'électricité a quasiment doublé, la douche. Mais vous avez aujourd'hui, vous êtes passé quasiment d'une petite taxe, vous êtes passé à 4 taxes. Regardez bien, vous avez aujourd'hui 4 taxes. Donc, tout ça fait que si on regarde de manière intrinsèque, si on regarde de manière, je veux dire, production et consommation,
mais pas mal. Alors, si on continue, voilà, si on continue à faire, moi, ce que j'ai fait tout de suite après les panneaux photovoltaïques, eh bien, j'ai fait ce qu'on appelle un bilan énergétique, ça va arriver, très bien, voilà, donc, j'étais en attente. Donc, je suppose que je devais être classé en C, c'est bien là qu'on appuie, voilà. Je le vois là, mais il ne paraît pas à l'écran. Euh, donc, ça met un certain temps. Euh, ça ne vient pas. Ah, voilà. Donc, ce que moi, j'ai fait aussi un autre bilan, c'est-à-dire que j'étais classé en E, une maison qui a, on va dire, aujourd'hui, qui date des années 78, 25 ans. Donc, une maison qui s'est un peu, on l'a isolée un petit peu au fur et à mesure que les années passaient. D'accord. Donc, on va dire qu'on était en E, ce qui aujourd'hui un petit peu, c'est l'ensemble à peu près des appartements et autres. Et donc, tout de suite, j'ai fait une évaluation de la maison. Et là, je passe en D. C'est-à-dire que si vous êtes en D, ben, vous pouvez vendre sans problème la maison. Je veux dire qu'elle est vendable sans problème. Et donc, ce qui fait que rien que déjà le fait d'être en D, vous pouvez déjà vendre votre maison quasiment à 10 000, 15 000 euros en plus. Donc, ça veut dire que le prix des panneaux sont remboursés. Ça veut dire que là, c'est déjà une opération, je veux dire, intéressante. Parce que si vous êtes en E et que vous passez après en D, la plus-value de la maison que vous pouvez vendre, c'est selon le marché, vous pouvez vendre votre maison plus cher. Donc, déjà, c'est intéressant. Après, si vous avez de l'argent sans faire d'emprunt, si vous avez de l'argent sur un livret A qui va vous rapporter 3%, il n'y a pas si longtemps que ça, on était à 2%, 3%, on va dire quelque part, eh bien, le fait d'investir dans des panneaux photovoltaïques, le fait que le fait, va vous rapporter quand même beaucoup plus qu'un livret A. Donc ça peut être intéressant. Après, comme l'a dit Jean-Pierre, nous, on a des horaires jour et nuit avec des plages qui ont été négociées par mon épouse, ce qui est intéressant, puisqu'on a des plages, on va dire, heures creuses, heures pleines. Heures creuses, on a des heures creuses dans la journée, qui sont assez rares, donc l'après-midi, de 2h30 à 4h30. On en a aussi le soir, et puis la nuit. On a trois plages. Donc, du coup, si on utilise l'électricité, je veux dire, la journée plein soleil, on a intérêt aussi à l'utiliser surtout dans leur creux. Ça veut dire que si vous n'avez pas assez d'électricité, je veux dire que vous payez quand même moins cher l'électricité si vous êtes en heure creuse. Donc, il y a tout un petit calcul à faire et d'utiliser l'électricité que là, hors production, dans vos heures creuses, dire le soir, pour voir si vous pouvez programmer aussi, donc la nuit. Et puis, il y a aussi ce programme Tempo que Jean-Pierre a expliqué. Ça veut dire qu'en faire simple, Tempo, c'est vous avez des prix défiant toute concurrence toute l'année, sauf 21 jours. 21 jours rouge, noir, c'est-à-dire que le prix est un peu exorbitant, où là, il faut éviter. D'accord. Donc là, après, c'est des choix de vie. Et comme dit Jean-Pierre, si on liste sur toute l'année, eh bien, le prix est tellement bas dans le prix tempo par rapport aux 21 jours chers, de manière lissée, c'est quand même malgré intéressant, même si vous ne faites pas trop attention. Voilà. Et puis, après, il y a possible, donc il y a ça à jouer sur heure creuse, heure pleine. Vous pouvez aussi garder heure creuse, heure pleine et prendre tempo. Donc là, on peut commencer à faire des choses. Donc là, faire une petite instructionnelle et autres, etc. Je passe là-dessus. Et aussi, on peut aussi penser par un chauffage de substitution, autre qu'électrique. Ça veut dire faire un chauffage au bois. Voilà, c'est ce que. Alors, je vais faire ça parce que je vais passer. Je vais faire ça. Voilà, ça y est. Donc, un chauffage au bois, pour la bonne et sa présence, c'est que cette maison qui a eu des extensions, cette maison de base aux travaux était uniquement au gaz. L'extension était faite avec des radiateurs à accumulation, à l'huile électrique. Et puis, nous, on vit beaucoup à l'étage. Voilà. Et donc, du coup, c'est électrique. D'accord. Donc, il y a tout ça à repenser, à retravailler pour pouvoir, bien tout simplement, utiliser un chauffage d'appoint qui peut être un genre de blodin ou bien sûr la cheminée qui pour l'instant n'est pas trop utilisée. Donc, j'attends la solution de Jean-Pierre pour y mettre demain sa solution. Sinon, je ne l'ai pas dessiné, je ne l'ai pas marqué. Sinon, pour ceux qui ne croient pas à tout ça, vous avez encore un outil qui est aujourd'hui redoutable, qu'on appelle la bouillotte, qui vous permet
de temps en temps d'aller au lit et de chauffer le lit. Voilà, alors là on est plus sur des résultats, on va reprendre tout ça avec Jean-Pierre, le remettre un petit peu, je veux dire, avec tous les outils nationaux fonctionnels, avec de la valeur et autres, pour faire quelque chose de plus infini. Voilà, c'est... Ouais. L'idée, c'est quand même, c'est que finalement, c'est une question de comportement. Chacun a son point de départ. Bon, on a des gens et au gaz, on a d'autres collègues qui ont des pompes à chaleur différentes, il y en a d'autres qui sont toutes électriques, et il faut trouver son chemin. Et les comportements et les comportements des gens sont liés à leurs intentions et à leur perception du contexte. On en parle un petit peu dans le bouquin qu'on a fait. Et les intentions sont liées quand même à la vision de résultats potentiels. Et c'est un peu l'idée qu'on avait derrière ça, c'était de donner des résultats. Bon, ils sont applicables à un endroit dans les Vosges. Et puis ça donne des intentions. Et les intentions, on a quand même créé. Il y a 3-4 personnes qui se sont engagées dans le projet, plus des collectivités. Donc, je peux peut-être nous en dire un petit mot. Alors, rapidement, là, donc, je suis sur un deuxième projet sur Blainville, une maison du répit, une maison de la mémoire pour des personnes atteintes de troubles dégénératifs. C'est une maison avec 700 mètres carrés de foncier, donc bien fait avec le terrain, sur un premier et un deuxième étage. Donc, on partirait à peu près sur 500 mètres carrés habitables. Donc là, on est en train de travailler sur les scripts avec, bien sûr, le cabinet d'architectes. On partirait de leur place et du non négociable. Sur le développement durable, bien sûr, le plastique et compagnie. On partirait sur des panneaux photovoltaïques. Donc, ils vont réétudier la toiture, etc. Sur 9 kilowatts pompe à chaleur. Là, cette fois, pour aller étendre le 0, je veux dire 0 kilowatt, 0 euros. Cette fois, on va tirer de l'expérience de Jean-Pierre et de la mienne pour aller sur ce nouveau projet-là qui est maintenant, je veux dire, au niveau des architectes, ce n'était pas évident. On n'est posé à la première réunion, je ne voulais pas prendre le temps de parler. Donc là, ça a été quasiment du non négociable. Donc, du coup, le cabinet d'architectes fait appel à d'autres entreprises d'expertise, etc., pour épuiser les flux et autres, pour aller vers cette situation-là. Je vois bien, dans le cadre d'un acte de jour qu'on a créé il y a à peu près 8-9 ans, l'électricité et gaz, en 4 ans, eh bien, je suis passé de 4 000 euros, je suis à 20 000 euros. Voilà, 16 000 euros. Aujourd'hui, on arrive quand même à faire des placements qui sont plus intéressants que de mettre 16 000 euros. Voilà, donc on est sur. Donc l'idée, c'était quand même d'avoir des expériences de base, les collecter, et puis faire du top-down. Voilà. Du bottom-up. Voilà. Hein, parce que le top-down, on sait où ça marche. En Corée du Nord, ça marche bien, il paraît. Hein, mais le bottom-up, c'est plus difficile, quoi, si vous voulez. C'est plus difficile, donc il faut intégrer les solutions. Pour intégrer les solutions, j'ai mis des partenaires. Il y a les constructeurs, et aujourd'hui, les constructeurs sont tous dans des silos. Ils optimisent leur pompe à chaleur, les panneaux solaires, ils optimisent leur affaire. Les gens qui vendent de la régulation, ils optimisent. Mais l'intégration n'est pas faite. Et c'est pour ça que j'avais demandé à nos collègues qui vont suivre de Rabat de faire une présentation, parce que ça fait longtemps qu'ils se sont engagés dans l'affaire. Pour développer dans leur école à Rabat, puis c'était une connexion avec le Maroc. On a eu beaucoup de liens avec le Maroc, n'est-ce pas alors, hein, on a fait beaucoup de choses et ils vont nous parler un peu de l'expérience de la formation là-bas. Dans le sud de la France, bon, je fais partie d'un conseil syndical et d'un syndic, si vous voulez. On a un mal fou à faire implanter des panneaux solaires sur une petite résidence, 23 personnes, si vous voulez, 23 appartements. Implanter les panneaux solaires. On a l'argent, puisqu'on vient de revendre la loge du concierge, on a l'argent, mais les gens, ils comprennent pas. Ils font de l'eau chaude, sanitaire, parce que le chauffage, on en utilise quand même beaucoup moins que dans l'Est de la France. Ils font de l'eau chaude, ça coûte très cher. Il faut changer la chaudière d'eau chaude. J'ai eu un devis, 50 000 euros pour changer une chaudière d'eau chaude, quoi. Mettre des panneaux solaires avec le soleil qui quand même, ça paraît une évidence. Ah non, c'est pas une évidence là-bas. Donc, faut convaincre les syndics, faut convaincre les copropriétaires, faut convaincre les bailleurs de fonds, faut convaincre aussi les gens de faire l'intégration globale. Voilà. Et il y a du travail. Ouais. On peut poser des questions? Oui. Oui, il nous reste 5 minutes. Ouais. Moins de 5 minutes. Alors, merci beaucoup pour cette présentation. Une question, si je regarde par rapport, j'ai une question par rapport à la situation d'usage. Parce qu'effectivement, si on est à la maison toute la journée, vous avez vu, c'est le problème du stockage. Donc là, revendre à 10 centimes, comme ça a été présenté,
Ouais, EDF, ils sont futés, hein. Ça. Mais donc, est-ce que par extrapolation, sur une autre présentation, c'est intéressant de voir, par exemple, pour des gens qui sont partis de la maison à 8 heures ou 8h30 et qui rentrent à ce moment-là, qui rentrent sur des horaires de bureau, et voir justement à ce moment-là qu'est-ce qui est intéressant et la plus-value. Parce qu'autant, je la comprends très bien pour une maison là où il y a des personnes tout le temps, une maison de santé, pour quand à un moment donné, on est dans une maison et on est tout le temps là, je me pose la question des résultats. Si vous l'extrapolez, et là, ça m'intéresse énormément. On peut avoir de très bons résultats si on n'occupe pas la maison en journée, parce qu'on va vendre. Hein. Et le tarif tempo résout pour moi le problème des batteries actuellement, puisque on achète à 12-13 centimes maxi et on revend à 10. L'écart, c'est pas le prix des batteries, de l'entretien et tout ça. Donc, je veux dire, dans la journée, s'il fait soleil, et on a quand même pas mal de soleil, on produit. Voilà, on revend à 10 centimes et puis on va racheter à un autre moment à 12-13 centimes. Donc voilà, c'est de nuit et ainsi de suite. Hein. Donc je veux dire, par rapport à ça, il y a cette solution-là pour le stockage. Et puis la deuxième, c'est qu'il faut bien voir, c'est qu'il y a un modèle général. Ensuite, il y a un axe, une cible, et chacun doit trouver sa solution. Et c'est là qu'il y a un accompagnement fort à faire. C'est pour trouver la solution avec les interfaces qui permettent de bien programmer. Une pompe à chaleur, ça ne marche pas comme un radiateur électrique, on l'allume et puis ça chauffe. Non, il faut du temps, il y a l'inertie, donc il faut anticiper. Bon, je vois par exemple, c'est facile sur un téléphone maintenant pour certaines personnes dire bah, je rentre plus tôt, tac, ça démarre 1 heure avant. Ainsi. Donc il y a des choses faciles. Pour d'autres, ça va être la galère d'utiliser son téléphone pour mettre en route sa chaudière. Donc il faut trouver des solutions pour les personnes, mais je pense que l'objectif 0,0, il est atteignable. Il est tout à fait atteignable. Comme disait Jean, où on met l'argent sur un livret A, où on l'investit là, où on met 30 000 euros dans une voiture neuve, ou alors on achète autre chose. Quoi. Hein. Il faudra imaginer demain la maison intelligente, c'est-à-dire qu'on puisse programmer la maison, etc. La production, maintenant, on regarde sur le smartphone. Le volet roulant, nous, on part sous le temps, on les ferme, on les ouvre sur le smartphone. C'est vrai qu'aujourd'hui, on va être de plus en plus connecté, de plus en plus. Il va falloir adapter, c'est ce que j'ai remarqué, hein, c'est-à-dire adapter le comportement par rapport. Après, je peux me tromper. Bon, l'électricité ne va pas baisser. De toute façon, l'électricité va toujours augmenter parce que de toute façon, je veux dire, les centrales nucléaires, il faut bien sûr les mettre à niveau. L'uranium coûtera de plus en plus cher, etc. Donc, la moralité de tout ça, c'est de chercher, comme l'a dit, faire une petite analyse fonctionnelle, etc., pour voir exactement où je me situe, qu'est-ce que je veux obtenir comme résultat, je veux dire, au niveau énergétique, et à partir de là, chacun va chercher la solution. C'est ça. Hassan sera pas là. Et l'idée, c'est d'avoir des relevés, des valeurs. La simulation tempo, moi j'avais les relevés tous les jours sur 1 an. J'ai dit, si les jours-là, tempo, j'avais consommé comme ça en tarif fort, ouais, bon, c'était encore gagnant. Bien sûr, les jours-là, on va faire attention, on sera encore plus que gagnant. Quoi. Ouais. Donc, et puis, il faut un modèle et une interface. Je dis, il faut une interface de régulation. Dans la régulation des 3 dispositifs, je pense qu'on gagne 30%. On gagne 30%, autant que sur les affaires. Ouais. Très bien, je vais reprendre la main. Nous avons eu donc quelques échanges sur le chat. Je vais juste poser une question et j'aimerais qu'on puisse basculer effectivement sur le Maroc. La question qui était un petit peu double avec 2 personnes différentes, c'est est-ce qu'il y a eu quand même un scénario d'anticiper quand même les scénarios différents jusqu'en 2025 et au-delà sur l'évolution F. Et la deuxième, la question qui était sur cette logique-là également, est-ce qu'on a pris en compte les évolutions du coût de la vie, c'est-à-dire avec les notions d'emprunt, d'assurance? Est-ce que ça, c'est... Au niveau des assurances, bon, voilà, le groupe d'assurance auquel on appartient, bon, il prend en charge les destructions possibles par des gros grêlons. Ça peut arriver, rarement, très rarement, c'est résistant. Voilà. Donc au niveau des assurances, c'est pris en charge. Théoriquement, bon, on sait bien qu'il y a toujours des exceptions à la règle, hein, voilà.
Et puis au niveau de l'anticipation d'EDF, bon, j'en le disais, de toute façon, EDF, ça ne va pas diminuer, hein, je ne conçois pas. Donc les scénarios, on ne les connaît pas, même si on a l'occasion de fonctionner de temps en temps au plus haut niveau avec les gens d'EDF dans le cadre de formation et autres, mais on ne connaît pas les scénarios, mais de toute façon, c'est l'électricité augmentera, diminuons la dépendance, quoi. Voilà, c'est un peu ça l'objectif. Un point important aussi, on a des enfants, on a des petits-enfants. Je crois qu'aujourd'hui, il y a un combat écologique, hein, vis-à-vis des enfants. Ça va aussi, ben, je veux dire, dans le nouveau comportement, en montrant que c'est partie des seniors, hein, nous les boomers, hein, à montrer qu'on est dans le développement durable, etc. Après, que ce soit rentable ou pas, déjà, le geste, le comportement vis-à-vis des générations à venir, je veux dire que là, il faut être sans équivoque. Je veux dire, comme le message, il est clair, parce que les boomers, les tout grillés, tout machin. Je trouve aussi ça qui est important. En fait, c'est pour ça que l'instructionnel et les valeurs permet d'avoir une réflexion vraiment globale. C'est ce que je fais dans le Tremblement de Paris, de réfléchir de manière fonctionnelle, mon futur projet, etc., pour ne rien oublier. Pour voir. Là, c'était abrupt. Mais l'investissement fait peur. L'investissement fait peur. Bon, en formation, je rencontre des gens qui sont de l'âge de mes enfants. 30 000 €, ouais, tu te rends compte quand même, c'est le prix d'une voiture, quoi. Ouais, c'est un choix. Voilà. Hein, l'investissement fait peur. Hein, donc l'idée, c'était de montrer qu'il était rentable. Ouais, Bart. Effectivement. Merci pour cette conclusion. Il y avait une question qui est intéressante, mais je pense qu'il n'y a pas de solution. Enfin, je pense que la réponse est plutôt positive. C'est est-ce que ces travaux pourraient déboucher sur la formalisation d'une approche à faveur de la contractualisation de la rénovation écologique, c'est-à-dire prendre en compte tout ce chemin intégrant effectivement les contraintes qui amènent à avoir des réductions, amènent à avoir des programmes particuliers. Oui, c'est sûr que cette démarche, la démarche en elle-même mérite d'être formalisée, si ce n'est que ça bouge tout le temps, si ce n'est que d'une région à une autre, c'est difficilement duplicable. C'est aussi une remarque qu'on a sur le chat. Mais par rapport à ça, c'est un peu l'esprit du livre qu'on sort fin du mois, là, c'est visionnaire et agile. C'est-à-dire, il faut voir loin, comme ça, les contraintes du court terme, on ne les voit pas, on ne voit que la perspective du futur, voir loin et fonctionner agile. Fonctionner agile, ça veut dire que le scénario de l'un n'est pas le scénario de l'autre, et ainsi de suite, quoi. Mais par contre, intégrer différents scénarios sur lesquels il y a des chiffres et des résultats, et ça, c'est plus l'approche lean. On a des chiffres, on a des résultats, on les traite, et à partir de ça, dire, vous avez tel scénario, oui, mais on a déjà fait un peu ça, on a tel résultat, on peut anticiper. Hein, on peut créer des modèles, ensuite faire fonctionner ces modèles, voilà. Ça c'est l'esprit, quoi. Ouais.